Et bien le bonjour à tous et bienvenue sur le Journal du Bonheur. Je suis votre host Marie et j'espère que vous avez passé un meilleur lundi matin que moi. Je suis en ce moment dans une certaine circonstance, une certaine partie de ma vie où depuis un peu plus d'un mois, les lundis matins, je me retrouve toujours dans les bouchons en voiture parce que je dois me déplacer le lundi matin à 7h30 et juste un immense respect à ceux qui conduisent à 7h30 du matin dans les bouchons et qui sont à l'arrêt pendant des dizaines de minutes sur un trajet qui normalement se fait... Vous voyez la distance, genre 500 mètres que vous faites normalement en 2 minutes et que là vous faites en une demi-heure. Bref, c'était un feeling que je n'avais jamais eu dans ma vie parce que quand je travaillais, j'ai toujours travaillé, mais c'est justement le thème d'aujourd'hui. Quand je travaillais en entreprise et que je devais me déplacer, je n'avais pas de voiture, je prenais les transports publics, donc je n'ai jamais eu vraiment le feeling d'être bloquée sur un trajet qui pourtant pourrait être si simple. Mais bref, c'était le dernier lundi où je faisais ceci. Et je suis ravie de ne plus avoir à faire ça. Et donc, du coup, le thème de l'épisode d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu peut-être, c'est l'entrepreneuriat ou le fait d'être entrepreneur, on va dire. Du coup, un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille à son compte. C'est quelqu'un qui travaille pour lui-même, qui a lancé son entreprise, son auto-entreprise, peu importe ce que c'est quelqu'un qui est son propre patron. Quelqu'un qui entreprend. Voilà. Mais c'est marrant parce que quand on tape sur Google la définition d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait des actions, qui fait des choses. Donc, écoutez, ça ne m'a pas aidé plus que ça, mais bref, pour moi, c'est quelqu'un qui est à son compte. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Pourquoi est-ce que... Enfin, les avantages et les inconvénients, on va dire, parce que moi, je suis une entrepreneuse. Du coup, voilà, je travaille à mon compte depuis 6 ans maintenant. Et j'ai travaillé avant pour des patrons, des entreprises, des sociétés. Moi, je travaille depuis que j'ai 16 ans, du coup, et je me suis mis à mon compte à 21 ans. Donc, j'ai fait à peu près moitié-moitié, on va dire. Du coup, je voulais discuter un petit peu de ça. Quand j'étais petite, l'entrepreneuriat, c'était vraiment pas une voie conventionnelle. Je pense que ça ne l'est toujours pas, mais c'était vraiment, il y a 20 ans, c'était, je pense, encore pire, parce que moi, en tout cas, j'ai été élevée par des parents qui étaient très conventionnels, dans le sens, il faut faire des études, les études sont la solution, il faut faire des grandes études, et après, avoir un bon travail, et voilà, suivre la vie comme elle a toujours été, vous voyez ce que je veux dire, la société, ce que ça nous dit de faire des longues études, aller dans une bonne boîte, avoir un bon salaire, etc. C'était vraiment ce que mes parents voulaient que je fasse, ce que tout parent souhaite à ses enfants. Et c'est vrai que maintenant, c'est peut-être un petit peu moins comme ça, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Pour moi, avant, c'était beaucoup plus logique de travailler dans une boulangerie, avoir des promotions dans cette boulangerie, monter les échelons dans cette boulangerie jusqu'à ce que tu diriges cette boulangerie. Alors que maintenant, dans ma façon de penser et peut-être dans la façon que ça a évolué, je me dis que c'est tout aussi probable que quelqu'un qui veuille diriger une boulangerie ouvre sa propre boulangerie. Après, ce n'est pas du tout la même chose, effectivement. L'entrepreneuriat, ça peut être très dur et très cher, surtout. Ça dépend ce que tu entreprends, du coup, ça dépend ce qu'on fait. Mais si on choisit, par exemple, d'ouvrir une boulangerie, il faut avoir des fonds, il faut avoir de l'argent, ça ne sort pas de nulle part. Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on prépare un petit peu plus. Mais il y a de plus en plus de choses qui peuvent être faites sans forcément dépenser énormément d'argent ou même pas d'argent du tout pour commencer. En général, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très dur, en tout cas. Ça dépend où est-ce qu'on commence, mais en général, on commence d'en bas, et du coup, en bas, c'est en auto-entrepreneuriat, donc quand on est seul, et c'est vrai, quand on commence, on est un petit peu tout seul pour faire tout, et prenons l'exemple, je sais pas si la boulangerie, c'est un bon exemple, parce que la boulangerie, c'est quand même un petit peu au-dessus, il faut quand même faire une formation pour pouvoir ouvrir une boulangerie,
pas n'importe qui peut ouvrir des boulangeries parce qu'après ça commence à être dangereux si tu vends du pain et que tu ne sais pas faire du pain, par exemple. Mais prenons quelqu'un qui ouvre une boutique en ligne, par exemple, qui ne vend pas du pain, qui ne vend pas des choses comestibles, on va dire. Quelqu'un qui ouvre une boutique en ligne. Je vous parle de ça parce que c'est ce que moi, j'ai fait, par exemple. Moi, même si j'étais entrepreneuse avant, disons que je me vendais moi-même parce que j'étais créatrice de contenu sur Internet, mais j'ai décidé aussi d'ouvrir une boutique. Et du coup, quand on part de là, quand on est seul à faire tout ça, il faut faire tout. Et du coup, peut-être qu'on ne se rend pas compte à quel point tout, ça représente beaucoup de travail. Parce qu'on se dit, oh, mais c'est juste une boutique en ligne. Mais c'est vrai qu'il faut penser quand même à pas mal de choses. Il faut penser à la comptabilité, il faut penser à la publicité, le fait de prendre des photos pour les produits, pour pouvoir les mettre sur le site. Il faut penser au web design, il faut penser à la relation avec les fournisseurs, il faut penser à l'emballage, il faut penser à l'expédition des produits. Il faut penser quand même à pas mal de choses seul. Et ça peut représenter très très vite beaucoup de travail. Et c'est quelque chose qui peut être compliqué parce qu'au début de l'entrepreneuriat, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, on fait ça un petit peu dans notre temps libre ou dans tous les cas un petit peu gratuitement. Parce que c'est très dur de commencer à gagner de l'argent de soi-même. Sauf si vous avez extrêmement de chance, et c'est possible, honnêtement, avec l'heure actuelle, les temps nouveaux des réseaux sociaux où un post peut devenir viral et vous pouvez vendre plein de choses si vous avez cette boutique en ligne, par exemple. Mais pour la plupart des personnes, ça a été dit que pour qu'une entreprise, si une entreprise est rentable en moins de 2 ans d'existence, depuis la création de l'entreprise, c'est déjà considéré comme un miracle. La plupart des entreprises ne sont pas rentables les 2 premières années. Tout est fait à perte parce que c'est normal. Le temps de trouver la clientèle, le temps d'investir dans des choses et qu'au final, si vous investissez dans des produits et que les produits ne sont pas achetés, eh bien, l'argent, c'est pas qu'il est perdu. C'est juste qu'il faut attendre d'avoir la clientèle, etc. Et du coup, la plupart des entreprises, au début, c'est très galère. Et pour faire décoller tout ça, eh bien, il n'y a que vous pour faire décoller ça. Donc, il faut tout faire. Il faut faire tout l'aspect publicité, voilà, comme j'ai dit, les photos, ce genre de choses, ou tout ce qui peut aller avec le développement de l'entreprise. Là, je prends pour exemple la boutique en ligne, mais pour d'autres exemples, il n'y aurait pas forcément à faire des photos, mais il y aurait plus à faire de la relation avec les clients et ce genre de choses. Du coup, il faut tout faire. Alors, l'avantage en entrepreneuriat, c'est que vous bossez quand vous voulez. Vous n'avez pas de patron. Vous êtes votre propre patron. Du coup, personne ne va vous engueuler si vous ne travaillez pas ou si vous travaillez tard ou ce genre de choses. Le problème avec ça, c'est que comme vous êtes votre propre patron, si vous ne travaillez pas, il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire que l'entreprise ne bougera pas. Et si vous ne travaillez pas, vous pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. Et en général, les gens qui s'investissent à 100% dans leur projet, même s'ils peuvent travailler quand ils veulent, vous vous rendrez compte que vous vous mettrez plutôt à travailler tout le temps. Parce que chaque minute où vous ne travaillez pas, il y en a d'autres qui travaillent. Et il y en a d'autres qui vont peut-être pousser la chose un petit peu plus loin. Et c'est vrai que quand vous essayez de faire un projet et que ça marche, ça peut très vite devenir un engrenage un petit peu malsain. Parce que on peut toujours en faire plus, et c'est terrible. Parce que quand on finit à 18h le boulot, eh bien, c'est votre horaire où vous terminez, et vous vous dites « Oh, bah s'il y a encore des choses à faire, je le ferai le lendemain matin ». Pour certains métiers, pour certaines professions, c'est différent, évidemment. Si vous êtes cadre, vous avez probablement des horaires assez compliqués également, mais je parle en règle générale, quand on a des horaires, à la fin du boulot, c'est terminé, et le reste est reporté au lendemain matin. Alors que quand c'est vous-même qui décidez de vos horaires, et que dans le fond, les horaires ne sont pas vraiment fixés, s'il y a encore des choses à faire, il y aura toujours des choses à faire, et c'est compliqué d'arrêter parfois, ou de prendre des pauses, ce genre de choses. On dit que être son propre patron, c'est trop bien, parce que du coup, on fait ce qu'on aime vraiment, et ça, c'est vrai. Ça, je ne peux pas l'enlever aussi. Mais c'est marrant parce que
tu travailles en faisant ce que tu aimes, quand tu lances quelque chose, quand vraiment tu lances un petit peu ta passion, ce que tu fais, tu aimes vraiment le faire, parce que je pense que c'est logique. Quand tu décides de lancer quelque chose et de faire quelque chose, c'est plus logique de faire quelque chose que tu aimes plutôt que de lancer quelque chose que dans le fond tu n'aimes pas du tout. Ou alors, peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent. Mais quand tu fais ce que tu aimes et que ce que tu aimes devient ton métier, c'est un petit peu différent. Ça devient un petit peu différent parce que du coup, tu as besoin de faire ce que tu aimes. Je m'explique. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais quand tu fais ce que tu aimes pour ton travail, au final, tu finis par ne plus aimer ça et ce n'est plus ta passion et du coup, tu n'as plus la flamme pour ça et du coup, c'est différent et tout et tout. » J'ai l'impression que, moi en tout cas, je n'ai pas le même avis. Je trouve que quand ton travail, c'est de faire ce que tu aimes toujours faire ça, mais c'est différent dans le sens où tu as besoin de faire ce que tu aimes. Donc, il y a un rapport un petit peu malsain, dans le sens où tu vas toujours aimer faire ça, mais tu sens que si tu ne le fais pas, eh bien, il va y avoir des soucis. Par exemple, prenons un autre exemple que je connais, qui est la création de contenu. Les créateurs de contenu, pour la plupart, je l'espère en tout cas, mais pour la plupart aiment ce qu'ils font. S'ils ont commencé à créer du contenu, c'est parce que ils étaient passionnés par ça et parce que c'était quelque chose qui les attirait. Et pour ma part, je trouve que c'est pas qu'au bout d'un moment tu n'aimes plus créer du contenu, c'est juste que tu aimes toujours faire ça, c'est toujours comme au début, mais il y a une pression invisible derrière de oui, mais maintenant il faut que tu le fasses. C'est pas en mode oh c'est trop cool et tout et tout, c'est toujours trop cool. Mais si tu le fais pas, tu vas avoir des problèmes dans ta vie. Ça change tout, si vous voyez ce que je veux dire. Quand l'argent est mis en compte, les choses changent forcément. C'est vrai que c'est un rêve de beaucoup de personnes, mine de rien, de faire ce qu'ils aiment dans la vie. C'est quelque chose que je souhaite honnêtement à tout le monde. C'est vrai que c'est un super bon feeling, mais il y a des inconvénients et des avantages, dans les deux, de toute façon, dans les deux façons de faire. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus s'idéaliser le fait de faire ce qu'on aime tout le temps en se disant « Ah mais c'est bon, c'est ça la clé de la vie, c'est ça, c'est de faire vraiment ce qu'on aime. » On dit, il y a une citation qui dit « Si vous faites ce que vous aimez, vous ne travaillerez jamais un jour dans votre vie. » Et au final, à mes yeux, c'est pas vraiment vrai. Parce que peu importe ce que l'on fait, peu importe si on aime ou on n'aime pas, il y a des moments où il faut travailler, il y a des moments où on va pas bien, il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où la vie se met en travers de notre chemin, mais il faut travailler quand même. Ça reste un travail de faire ce qu'on aime, peu importe ce que c'est, encore une fois, hein. Je reviens à l'exemple de la boulangerie. Si vous voulez gérer une boulangerie et que vous aimez le pain, c'est tout aussi pareil que aimer, par exemple, créer du contenu sur Internet. Peu importe, on n'a pas la même définition, les mêmes choses que l'on aime dans la vie, et fort heureusement d'ailleurs, mais beaucoup voient l'entrepreneuriat comme un moyen de s'échapper, entre guillemets, dans le sens où vous allez faire ce que vous aimez, et du coup, ça y est, ce sera la clé de tout, votre vie sera parfaite, et vous n'aurez plus à vraiment travailler dans votre vie. Pour moi, honnêtement, c'est faux. C'est pas parce que vous faites ce que vous aimez que vous n'allez pas ressentir le stress, par exemple, du travail, ou les obligations, ou ce genre de choses. Honnêtement, pour moi, c'est limite pire, parce qu'en étant votre propre patron, c'est limite pire, parce qu'en étant votre propre patron, il n'y a que vous qui pouvez vous engueuler, et il n'y a que vous pour penser au travail, et du coup, vous allez forcément avoir tout dans votre tête constamment, en fait. Quand vous travaillez pour votre supérieur, c'est lui qui pense à toutes ces tâches, toutes les choses à faire pour l'entreprise, etc. Et c'est dilué quand ça arrive vers vous, sauf si c'est vous le supérieur, mais du coup, il y aura forcément encore un supérieur, etc. Mais quand c'est vous qui gérez absolument toute la structure, et si vous abandonnez mentalement, eh bien la structure s'effondre. Niveau stress, c'est plutôt moyen, parce que du coup, vous y pensez tout le temps.
Vraiment tout le temps, tout le temps. S'il y a des jours où vous vendez moins de choses sur la boutique, où il y a des collections qui partent moins, ou ce genre de choses, vous vous dites « Oh Seigneur, le mois prochain, peut-être que le loyer, tout ça, je pourrais peut-être pas réinvestir dans des nouveaux produits, du coup il y aura pas de nouveautés, du coup peut-être qu'il y aura moins de personnes, du coup voilà. » Le moindre truc fait que tout peut s'effondrer. Et c'est pour moi l'un des stress principaux de l'entrepreneuriat, c'est vraiment le fait de se dire que tout est si fragile. En soi, dans la vie, tout est absolument fragile. Nous sommes fragiles, la vie est fragile. Mais on s'en rend moins compte dans le sens où tant qu'on n'est pas confronté à des problèmes, on s'en rend moins compte des choses qui pourraient nous arriver. Et quand on se retrouve potentiellement dans l'entrepreneuriat et quand on gère nos propres trucs, on est un peu confronté à l'argent qui rentre et qui sort et juste au fait que tout est incertain et que si ça se trouve, le mois prochain, l'année prochaine ou ce genre de choses, il y aura des choses totalement différentes qui vont arriver et ne pas savoir, en fait, où vous allez être, où la société sera, où votre entreprise sera, dans ne serait-ce qu'un an. Après, bien sûr, il y a aussi énormément d'avantages. Là, je parle vraiment principalement du début, mais je pense que le stress et l'incertitude restent malgré tout, en fait. Malgré tout ce qui se passe, le stress restera. Après, c'est peut-être parce que je suis quelqu'un de stressé que je dis des choses comme ça, mais c'est vrai qu'il y a aussi pas mal d'avantages. Si au bout d'un moment les choses décollent, si votre boutique marche bien, vraiment vraiment bien, ou que votre boulangerie est super fréquentée, ou que le contenu que vous faites est vraiment apprécié, etc., je pense que pour la plupart des gens, vous serez déjà moins stressé. C'est juste sûrement moi qui ai un problème. Mais j'ai remarqué que les entrepreneurs, les créateurs de contenu en général, sont des gens stressés et sont des gens qui ont peur de l'avenir aussi, c'est un petit peu récurrent, donc je pense que ce n'est pas forcément moi le problème, mais une fois que les choses sont lancées, une fois que les choses vont bien, une fois que l'incertitude du prochain jour et du prochain mois commence doucement à partir, là effectivement, on peut peut-être se relâcher un petit peu plus, peut-être arrêter d'y penser tous les jours, chaque minute, chaque heure. C'est vrai que je sonne un petit peu comme une personne qui se plaint, qui dit que c'est horrible, etc. Mais effectivement, il y a plein d'avantages et ce n'est pas horrible, bien sûr que non. C'est juste que c'est différent et c'est quelque chose de différent sur plein de points. Et il y a pas mal de gens qui ne s'en rendent peut-être pas compte parce que c'est assez nouveau maintenant, l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment se lancer là-dedans. Avant, les gens qui faisaient pas la route conventionnelle et qui faisaient pas d'études et qui faisaient des formations et qui lançaient des trucs, c'était quand même beaucoup plus rare. Et je dis avant, c'était il y a 20 ans, hein, c'était pas il y a 60 ans. Il y a 60 ans, je n'imagine même pas. Donc maintenant, c'est quand même beaucoup plus commun. Et il y a de plus en plus de personnes qui veulent se lancer là-dedans sans forcément savoir les points négatifs parce que les gens ne font pas paraître les points négatifs, en règle générale, hein, dans leur vie. Hein, c'est vraiment la nouvelle mode maintenant sur les réseaux sociaux d'avoir l'air heureux et exceptionnel et dans une boucle temporelle de bonheur tous les jours et chaque seconde. Donc, j'ai l'impression que c'est normal de toute façon, mais particulièrement chez les entrepreneurs, et particulièrement ceux qui ont réussi, ce sont des gens qui ne se plaigneront quasiment jamais parce que c'est très mal reçu de se plaindre quand on a réussi, parce que il y a des gens qui sont toujours dans des situations pires, et en règle générale, c'est assez mal perçu de se plaindre. Donc, il y a assez peu de personnes, je trouve, qui disent les points négatifs à être en entrepreneuriat. Et même s'il y en a quelques-uns, et qu'il y a aussi quelques, voire beaucoup de points positifs, il y a quand même un petit peu de négatifs dont je voulais un tout petit peu discuter, mais sans pour autant devoir me plaindre, on va dire. Du coup, si jamais vous voulez vous lancer dans quelque chose, si vous voulez vous lancer une entreprise, être entrepreneur, lancer une auto-entreprise, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé du coup comment faire, par où on commence. Et du coup,
malheureusement, il y a pas mal d'administratifs. Pas non plus énormément, mais ça commence juste par de la paperasse parce que, en tout cas, en France, je ne sais pas pour les auditeurs qui sont au Canada, en Belgique ou en Suisse par exemple, mais en France, du coup, il faut se créer une auto-entreprise pour commencer à exercer une activité de nous-mêmes qui nous rapporte de l'argent. Bien sûr, si vous faites tout gratuitement, c'est totalement différent. Mais à partir du moment où vous comptez gagner un petit peu d'argent, il faut être à jour sur tout ce qui est administratif. Et ça, c'est la partie ennuyante dont personne ne parle, même moi, parce que ça m'ennuie. Ça m'ennuie, l'administratif. Je vous avoue que la paperasse et la comptabilité sont vraiment les deux choses que j'aime le moins dans tout ce qui est entrepreneuriat. Ce n'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Moi, je me considère un petit peu dans ma tête comme une artiste, et c'est vrai que les artistes et la comptabilité, pour la plupart, ce n'est pas très compatible. Mais c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'il faut faire, parce que c'est quelque chose qui touche le plan légal, pour le coup. Donc, ouvrir une auto-entreprise, c'est vraiment très simple. Vous allez juste sur Google, en faisant 2-3 recherches et en lisant 2-3 choses, vous allez très vite comprendre que c'est quelque chose, ça ne coûte rien. C'est faisable très rapidement en remplissant un questionnaire. Après, il faut quand même, si vous pouvez, bien vous entourer, ne serait-ce que d'une personne qui peut lire le formulaire avec vous, parce que l'administration française peut être très confusante. Je ne sais pas si c'est un... Je ne pense pas que c'est un mot. En anglais, on dit confusing, genre vraiment, je suis confus, cette chose me confuse, c'est confusant. Mais je pense que ça ne se dit pas en français, mais bref, ça peut rendre les gens confus, parce que je pense qu'ils le font exprès. Enfin, c'est mon avis de personne qui ne comprend pas pourquoi c'est aussi mal fait parfois. J'ai l'impression qu'ils le font exprès pour que les gens cochent les mauvaises cases et qu'ils se retrouvent avec plus d'argent à la fin. Bref, c'est vrai que ça peut être un petit peu submergent au début d'avoir des choses à remplir, des papiers à remplir. Mais honnêtement, une création d'auto-entreprise, c'est fait très très vite. Et après, une fois que vous avez ça, vous pouvez vous lancer dans quelque chose et vous êtes essentiellement un entrepreneur. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et honnêtement, l'entrepreneuriat, moi qui suis là-dedans depuis un petit moment du coup, c'est honnêtement quelque chose que je conseille aux gens. Mais je vous conseille de faire ça pour commencer à côté de ce que vous faites déjà. De ne pas tout lâcher pour devenir un entrepreneur tout de suite. C'est-à-dire d'attendre un petit peu, voir si ça marche, si ça vous plaît, plutôt que vous lancer vraiment aveuglément dans quelque chose. Je suis la première à ne pas faire ce que je dis. Je vous avoue que, en fait, j'ai fait des erreurs. Et maintenant, les erreurs que j'ai faites, j'essaye de prévenir les gens pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que moi. Parce que moi, j'ai fait tout l'inverse, en fait. Moi, j'ai vraiment... j'ai fait un saut de l'ange total, complet, vraiment, mais un saut de l'ange de 50 mètres à ce stade, voire même de 500 mètres. Je ne voyais même pas si c'était de l'eau ou de la lave en bas du saut de l'ange. Je ne sais pas. Je ne savais pas. Ça aurait pu être n'importe quoi. Mais j'ai fait le saut de l'ange quand même. Et j'ai eu beaucoup de bol de m'en sortir. Parce que moi, pour la petite histoire, quand j'avais 19 ans, j'aimais beaucoup jouer aux jeux vidéo. C'est toujours le cas d'ailleurs, même 10 ans après. Mais j'aimais beaucoup jouer aux jeux vidéo et le streaming sur Internet, c'était quelque chose de nouveau il y a 10 ans. Ça commençait à se développer depuis quelques années et tout, et c'était quelque chose qui m'attirait en fait, normal, parce que je me disais, oh là là, c'est marrant, tu joues et il y a des gens qui te regardent. YouTube, c'était déjà là depuis un petit moment, il y avait des gens qui partageaient les vidéos de gameplay, tout ça, je me disais, oh là là, c'est rigolo, tout ça. Et c'est toujours quelque chose qui m'a attirée un petit peu de loin, on va dire. Et quand j'ai voulu m'y mettre, c'est pas que je me suis dit, tiens, je vais essayer de streamer, juste, et puis on verra ce que ça donne. Non. À l'époque, j'avais vraiment un ordinateur
qui était... c'était une épave, hein. Ce n'était même pas considéré comme un ordinateur. Je ne sais pas, par miracle, comment cette chose tournait encore. C'était impossible de faire tourner quoi que ce soit dessus. Et voilà, pour streamer, il fallait un PC. Il fallait un bon PC, un PC normal. Pas une épave, voilà, un ordinateur. Et c'était quelque chose que je n'avais pas. Et voilà, moi j'ai vraiment fait tout l'inverse de ce que je vous recommande. Et au final, je vais vous expliquer pourquoi maintenant je recommande de ne pas faire comme moi. C'est parce que j'aurais pu économiser avec le boulot que j'avais pour acheter un PC, attendre quelques mois, m'y mettre, tout ça. Mais en fait, j'avais vu une annonce d'une streameuse qui recrutait des streameuses pour sa web TV féminine. Elle avait lancé une web TV, du coup c'était marrant, c'était un concept d'une chaîne, je pense que ça existe encore évidemment. C'était une chaîne où il y avait des horaires, des créneaux, et du coup de 8h à 10h c'était un tel qui streamait, et de 10h à midi c'était un tel, tout ça machin. Une chaîne de télévision, c'était marrant. Et du coup, elle voulait faire une web TV exclusivement féminine, et elle appelait des filles qui voulaient potentiellement streamer à faire... voilà, elle faisait une espèce de recrutement. Et du coup, je me suis dit, je sais pas, j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais pourquoi pas, ce serait vraiment chouette d'essayer. Mais à ce moment-là, du coup, j'avais une épave. Je n'avais pas d'ordinateur. Et je me suis dit, j'ai eu vraiment un coup de foudre pour l'annonce. Et je me suis dit, mais c'est maintenant ou jamais, en fait, c'est maintenant ou jamais. Et au lieu de travailler ou au lieu de demander de l'argent à un proche, c'est quelque chose que je n'ai jamais osé faire. C'est au lieu de travailler pendant quelques mois et même un an à ce stade et de me payer un nouveau PC, j'ai décidé de faire un prêt à la banque à 18 ans. Du coup, c'était même pas à la banque d'ailleurs, parce que la banque ne voulait pas, c'était un prêt dans un système de prêt. Vous connaissez sûrement ces trucs un petit peu très particuliers où vous pouvez emprunter de l'argent, mais du coup ça coûte une fortune à rembourser. Les intérêts, c'est pas 2 ou 3%, c'est 20%, quelque chose comme ça. Mais je me suis dit, allez, je prends un pari avec moi-même, je vais faire un prêt de 1 000 € et je devrais rembourser 1 200, un truc comme ça. Et c'est pas grave. C'est pas grave, et du coup, comme ça, je peux me prendre un PC. Donc, je me suis pris un PC. Alors voilà, c'était pas non plus le PC, mais j'ai pris quelque chose qui pouvait tenir la route pour pouvoir faire des streams. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Donc, j'ai fait la petite interview, j'ai fait un stream test. Et du coup, j'ai passé le test et je suis devenue, du coup, streameuse sur cette web TV féminine. Et de fil en aiguille, du coup, c'était rigolo. Alors, est-ce que ça marchait ? Ça marchait à mes yeux. Il y avait plus d'une personne qui écoutait ce que je disais. C'était phénoménal à mes yeux. Et au final, j'ai continué. J'ai même changé de web TV. Il y a une autre web TV féminine qui m'a recrutée, entre guillemets. Suite à ça, j'ai même déménagé. Voilà, c'est mon deuxième saut de l'ange. Parce qu'après tout ça, en sachant que ça marchait bien pour moi, j'étais très contente, j'avais une vingtaine, trentaine de personnes qui me regardaient, pour moi c'était énorme, c'était une salle de classe en fait qui me regardait essentiellement à chaque fois, mais c'était pas avec cette salle de classe que j'allais rembourser mes 1 200 €, vous voyez ce que je veux dire, ça aurait été trop beau, mais pour moi, ça marchait bien, j'étais ravie et j'avais mis ça dans un coin de ma tête et je me suis dit, c'est pas grave, je rembourserai plus tard. Et ça s'est bien passé, j'ai eu une autre web TV qui m'a recrutée, j'avais 30-40 personnes qui me regardaient régulièrement, j'étais vraiment ravie. Et à un moment, ces personnes-là, ils se sont dit, allez, on se lance à fond et tout... venez, on fait vraiment un truc et tout. Et moi, je me suis emballée, je me suis dit, allez, c'est maintenant ou jamais, il faut que j'essaye. Et j'ai choisi de déménager. À ce moment-là, j'étais en Angleterre, donc je suis revenue en France pour emménager près de cette web TV. Et comme je vous ai dit au début, les entreprises, en général, quand vous lancez une entreprise, les 2 premières années, c'est très rarement rentable. Donc moi, effectivement, pendant plusieurs années, j'ai pas mal galéré.
c'est normal, ce serait trop beau que les choses arrivent d'un coup. Ça arrive à certaines personnes et franchement, tant mieux pour elles. Mais pour la plupart, il faut pas s'attendre à ça, par peur d'être déçu. Si vous vous attendez à ce que ça explose et que tout aille bien dès le début, vous serez très certainement déçu. Si vous ne l'êtes pas, tant mieux, mais préparez-vous au pire. Moi, ça a mis du temps, ça a mis quelques années, et du coup, pendant ces quelques années, le prêt, il a tourné. Il a tourné parce que ces prêts-là, c'est vraiment des conneries, c'est vraiment des choses que je ne... Vraiment, mais vraiment, si je peux vous conseiller quelque chose dans votre vie, c'est de ne faites pas de prêt. Ne faites pas de prêt pour... en tout cas, évidemment, à la banque pour acheter une maison, une voiture, ce genre de choses, voilà. Mais un prêt dans quelque chose qui n'est pas une banque, qui... Vous voyez ce genre de sites qui font des prêts, je pense que vous voyez de quoi je veux dire. Si vous remboursez pas 2 mois après, au final, ça s'additionne, et au final, j'ai dû rembourser une somme qui était assez astronomique pour ce PC. Au final, quand j'y repense, je me dis que c'était quand même très dangereux ce que j'ai fait. Ça a fini par marcher, j'ai mis du temps. D'ailleurs, quand je suis revenue en France, j'ai continué de streamer, mais j'ai repris un travail à mi-temps à côté pendant un an et demi. Pendant 1 an et demi, j'ai repris un travail à côté parce que ce n'était pas suffisant pour vivre, mais c'était pas grave. Et surtout parce qu'il fallait que je rembourse ce prêt. Et du coup, tout s'est bien déroulé au final. Mais si ça n'avait pas marché, si vraiment j'avais abandonné tout ça quelques mois après, je me serais retrouvée dans une situation quand même assez piquante, on va dire. Donc, voilà. J'ai eu beaucoup de chance. Je me suis quand même énormément acharnée aussi. Mais il y a toujours un facteur chance. C'est d'ailleurs très pénible. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de facteur chance dans la vie pour les choses. Parce que j'ai eu de la chance sur certains trucs, j'ai eu moins de chance pour d'autres. Mais voilà, il n'empêche qu'il y a toujours un facteur chance. Faut toujours faire attention. Faut toujours couvrir ses arrières. Et faut toujours être bien entouré. Donc tout ce que je n'ai pas fait, en fait. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perdues en ce moment. Et il y a beaucoup de personnes qui aimeraient se lancer dans les choses, dans des choses qu'ils aiment, dans l'entrepreneuriat. Et peut-être qu'ils n'osent pas, ou peut-être qu'ils se posent des questions, parce que c'est vrai qu'on est encore toujours un petit peu matrixé quand on est jeune par les parents, par l'éducation, par la société. Les personnes qui disent « faut faire des longues études, avoir un boulot », évoluer dans le boulot, etc., etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent pas là-dedans, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perdues en étant adolescents et qui ne savent pas où est-ce qu'ils veulent aller, ou même en étant jeune adulte. Et il y en a qui prennent parfois des chemins un peu par dépit, parce que il faut bien choisir quelque chose au bout d'un moment, et qui au bout d'un moment se disent « mince, mais pourquoi est-ce que j'ai pas essayé de faire autre chose ?» Essayer autre chose, il y avait autre chose qui me plaisait, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toujours beaucoup de crises de la quarantaine dans ma tête. Hein. Encore une fois, je n'ai pas de source scientifique qui dit que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de crises de la quarantaine, mais dans ma tête, je me dis que c'est sûrement pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vers 35, 40, 45 ans pètent un câble d'un coup en mode « mais oh là là, mais j'ai suivi un chemin pendant des dizaines d'années parce que c'était là qu'on me disait d'aller et puis d'un coup je me retourne et j'ai plein de regrets, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et qu'en fait, ils déménagent et ils deviennent stars de rock. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous demande pas de devenir star de rock, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perdues et qui se demandent quoi faire et qui se demandent s'ils devraient pas essayer des petites choses. Et moi, honnêtement, je vous conseille, si quelque chose vous plaît et que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose à côté de ce que vous faites déjà, mais faites-le, mais à 100%. Si vous êtes doué en musique, que vous voulez créer des mélodies, si vous êtes doué en pâte Fimo et que vous voulez vendre les créations que vous faites, si vous êtes doué en n'importe quoi, si vous êtes un artiste, si vous êtes doué en sport, si vous êtes doué en e-sport, si vous êtes doué dans quelque chose et que vous trouvez ça dommage de ne pas en faire pas forcément un métier, mais quelque chose à côté où juste vous pourrez lier l'utile à l'agréable. J'adore dire ça, c'est ce que je dis à propos de tout ce que je fais. Je lie toujours l'utile à l'agréable, j'essaye, j'adore parler, j'ai fait un podcast par exemple. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Moi, je suis une personne qui adore tenter des choses. J'adore ça, j'adore essayer
Et au pire, si ça marche pas, au pire, si ça me plaît pas, eh ben tant pis, c'est pas grave. J'essaye autre chose. Il y aura toujours autre chose. J'avais tenté ce podcast il y a 2 ans et j'ai trouvé ça très bien, mais au final, j'avais pas le temps. Et au final, les personnes aimaient bien, mais pas autant que les autres choses que je faisais. Donc je me suis dit, tant pis, c'est pas grave, je reprendrai peut-être un jour. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'il faut faire juste attention quand on investit de l'argent et qu'il ne faut pas commencer par ça. Mais s'il n'y a aucun argent qui est investi, ou alors une petite somme, si vous ne déplacez pas des dizaines de milliers pour réaliser ce que vous aimez, tant que vous n'avez pas à faire de prêt, si vous devez retenir un truc de cet épisode, retenez ceci. Mais si vous voulez essayer quelque chose, vous n'avez rien à perdre. Honnêtement, vous n'avez rien à perdre à part du temps. Et le temps, je sais qu'on n'en a pas beaucoup, mais pourquoi pas l'utiliser ? Vous voyez ce que je veux dire ? De toute façon, si vous avez une passion et que vous faites ça dans votre temps libre, eh bien, tant mieux, du coup, vous utilisez votre temps libre pour faire ce que vous aimez. Je me dis, du coup, on a le temps de transformer ce temps libre à faire ce qu'on aime en quelque chose qu'on aime, mais qui peut aboutir peut-être à autre chose, même si c'est rien, pas forcément quelque chose qui va changer votre vie, qui va devenir un second métier ou votre métier principal, pas du tout. Mais pourquoi pas se lancer un petit peu dans l'entrepreneuriat ? Même si ça fait un petit peu peur, honnêtement, moi ça me fait de plus en plus peur, hein, l'entrepreneuriat. Quand je vois... En fait, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec la vente sur les réseaux sociaux, entre guillemets. J'ai vraiment l'impression d'être mégalo quand je vends mes produits. Ça fait très mégalomane de dire « Ah, mes produits de ma boutique, ils sont exceptionnels, achetés sur ma boutique, etc. » Ou même encore pire, quand je dois m'auto-promouvoir en disant que le contenu que j'ai sorti, cet épisode de podcast est sorti, il est superbe. La photo que j'ai postée sur Instagram est superbe. Ce genre de choses, c'est vrai que je n'ai jamais été vraiment dans le monde de la pub et j'essaye de regarder pas mal de tutoriels, de vidéos explicatives sur le marketing et comment faire de la pub, entre guillemets, pour les choses que l'on crée ou pour soi-même. Et ça me met extrêmement mal à l'aise parce qu'effectivement, il faut faire plein de choses que je n'ose pas faire parce que ça me met mal à l'aise juste d'utiliser des mots-clés, des phrases d'accroche, tout ça, machin, et de vanter monts et marées pour dire que je suis exceptionnelle. Ce n'est pas vraiment dans mon caractère, par exemple, mais voilà, il faut essayer de faire un petit peu tout, et ce n'est peut-être pas pour tout le monde, mais pour les gens qui pourraient s'intéresser potentiellement à l'entrepreneuriat, le fait de faire des choses seules, moi honnêtement... Je vous le conseille, et ça peut être tout et n'importe quoi. Si vous êtes fasciné par la conduite et que vous avez toujours voulu enseigner le permis de conduire, faire votre propre auto-école, c'est possible. Mon moniteur d'auto-école, celui qui m'a appris à conduire, il était seul, il a lancé sa propre auto-école. Il disait que les auto-écoles, les grosses entreprises au final... où il y avait plein de gens dedans, c'était devenu impersonnel, c'était quelque chose qu'il n'aimait pas du tout, et que lui, il voulait vraiment faire les choses différemment et mieux. Et c'était une super expérience, et il était super épanoui avec son auto-école. Ça peut être n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire ? Si vous voulez écrire un roman ou un livre de cuisine avec vos recettes, ou si vous êtes fasciné par les abeilles et que vous voulez devenir apiculteur, enfin, évidemment, il y a des métiers, même dans l'entrepreneuriat, où vous devez faire des formations, c'est évident. Mais rien n'est impossible. Franchement, je m'en suis rendu compte peut-être un petit peu tard. Et encore, je pense que je suis encore très jeune. Il y a des auditeurs qui vont m'écouter et me dire « Dis donc, un petit peu tard, bon ça va, hein ça va, t'as pas encore 100 ans. » Mais quand même, c'est vrai que j'ai eu une révélation un petit peu d'un coup, en mode « Mais je pourrais faire ce que je voulais » si vraiment j'y investissais assez de temps. Il faut juste y aller par étapes, dans le sens où, oui, je ne vais peut-être pas ouvrir une boulangerie, parce que je n'ai pas l'argent nécessaire, et je n'ai pas encore fait les formations nécessaires. Il faut y aller pas à pas. Mais, par exemple, un de mes projets de retraite, ou alors, je sais pas, de quand j'aurai 40 ans, j'aimerais vraiment faire du vin. J'aimerais acheter des vignes,
et devenir vigneronne. Ou alors peut-être acheter un domaine et contrôler le domaine. Je ne sais pas du tout, mais d'un coup ça m'est venu comme ça. Je me suis dit mais j'adore le vin, j'aimerais tellement un jour avoir mon vin, et puis je me suis dit mais pourquoi pas. Alors ça va être vraiment très très galère. Le vin que je ferai pendant 5 ans sera sûrement imbuvable, mais ce sera trop une expérience exceptionnelle. Je pense que je vais me péter le dos à ramasser tous les raisins, et je vais faire ça 1 an, et puis après je vais devoir sûrement demander de l'aide, mais en fait tout est possible. Genre si je veux créer du vin, un jour je le ferai. Et si j'ai pas d'argent dans 15 ans pour acheter un endroit avec beaucoup de vignes, eh ben c'est pas grave, je ferai 5 bouteilles par an, et j'arriverai peut-être à me perfectionner jusqu'au stade où je ferai un vin assez bon, et après je pourrai avoir peut-être de plus en plus de vignes, peut-être faire 15 bouteilles, 25 bouteilles, peut-être 100 bouteilles, et ça pourrait devenir quelque chose de vraiment pas mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout est possible. Du coup, si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, ce que je peux vous conseiller, c'est lancez-vous. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tout ce que vous avez à perdre au début, c'est du temps. C'est pas grave, le temps, on en a. On en a peut-être pas beaucoup, mais on en a. Et c'est le seul truc qu'on aura toujours. Peu importe ce qui se passe. Entourez-vous bien. Faites la petite déclaration au début d'auto-entreprise pour devenir une auto-entreprise. Et essayez. Franchement, pourquoi pas ? Je sais qu'au début, c'est dur. Au début, peu importe ce que vous voulez devenir, si vous voulez vendre des produits ou devenir influenceur, ou peu importe, il y aura peut-être 0 vente ou 0 vue pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est quelque chose qui vous passionne, et si c'est quelque chose que vous voulez, c'est peut-être dur au début, mais je vous conseille de ne pas vous décourager, d'essayer, parce que franchement, pourquoi pas ? J'ai dit ça 3 fois de suite, mais c'est vrai, dans le fond. Je pense que c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Les questions de cette semaine, c'était principalement juste des questions qui me demandaient comment faire, en fait. Et du coup, je peux pas vraiment expliquer dans les détails, dans le sens où ça va vite vous ennuyer, et ça va vite m'ennuyer aussi, parce que tout ce qui est paperasse m'ennuie très vite. Mais si vous voulez vraiment commencer par le commencement, c'est vraiment cette déclaration d'auto-entreprise. Et enfin cette création en tout cas d'auto-entreprise. Entourez-vous bien si vous voulez vous entourer. Il y a pas mal de personnes, de comptables qui chargent une fortune, qui demandent une fortune, alors que ce sont des choses parfois simples à faire. Vraiment, vraiment, ça a l'air compliqué, mais la plupart des choses au début sont simples à faire. Attention, je ne dis pas que tous les comptables sont mauvais, bien évidemment, mais dans tous les métiers, toutes les personnes, il y aura toujours des gens malhonnêtes. Et c'est un petit peu dur de discerner les gens honnêtes des gens malhonnêtes au début, quand on débute dans quelque chose. Donc, n'hésitez pas à comparer, à demander ce genre de choses. Mais pour moi, c'est important que l'administratif ne soit pas fait à l'arrache, entre guillemets, parce que quand on se lance, on a tendance à dire « Waouh, on verra bien et tout ». Mais tant qu'à faire, si c'est fait, c'est plié. Moi, je suis vraiment le genre de personne qui suit les règles à la lettre, parce que j'ai un problème avec ça. Mais comme ça, c'est fait. Et voilà, lancez-vous, franchement. Si vous aimez faire quelque chose, faites-le. Moi, par exemple, voilà, j'aime parler, je fais ce podcast. J'aime prendre des photos. Du coup, je prends des photos et je vais bientôt probablement les vendre sur ma boutique en ligne, du coup. Et d'ailleurs, en parlant de photos, je vous rappelle aussi juste que j'ai mon Patreon, si jamais vous voulez me supporter. Pas vous supporter, me supporter moi, du coup, sur la plateforme Patreon, c'est patreon.com/firecrystal, du coup, cristal avec un Y. Si jamais il y a un épisode bonus, en fait, du Journal du Bonheur tous les mois. Ce mois-ci, du coup, le thème, ce sera sur le bien-être de la vie, comment se sentir mieux, en fait, comment essayer de se sentir mieux quand on va mal. Et j'envoie aussi des cartes postales et des photos, du coup, que je prends tous les mois, et des polaroïds. Donc voilà, d'où le fait, j'aime bien prendre des photos, et je me suis dit que ça intéresserait peut-être certaines personnes que je leur envoie les photos, et s'ils me soutiennent en échange, c'est vraiment trop cool. Donc voilà, c'est tout, c'est la petite pub de fin de podcast, parce que je n'ai pas de sponsor en particulier, je me sponsorise moi-même avec mon contenu. Du coup, je vous souhaite une excellente journée, merci beaucoup d'avoir regardé le Journal du Bonheur, d'avoir écouté, et je vous dis peut-être à la semaine prochaine, peut-être à la semaine d'après, en tout cas à un autre lundi. Portez-vous bien et au revoir tout le monde.